Bienvenue à cette conférence de presse à l'occasion de la présentation des progrès dans la mise en œuvre des recommandations du rapport Capriolo dévoilé en novembre dernier. I will say my remarks in English after this. Je m'appelle Erika Jacinto et je serai votre animatrice cet avant-midi. Je suis la directrice de communication de l'Archidiocèse de Montréal et l'attachée de presse de Monseigneur Lépine. Merci de votre présence parmi nous. L'ordre de cette conférence de presse virtuelle sera comme suit. Monseigneur Lépine débutera par une introduction avant de céder la parole à l'honorable Pepita G. Capriolo, juge retraité de la Cour supérieure du Québec. Ensuite, Madame la juge présentera les détails de ces recommandations qui sont maintenant mises en œuvre. Cette présentation sera suivie de la présentation de l'Ombudsman. À la fin de sa présentation, nous allons entendre quelques remarques finales de notre archevêque. Nous débuterons ensuite la période de questions, qui se déroulera d'abord en français puis en anglais. Je nommerai à tour de rôle les journalistes qui ont demandé de poser une question et le technicien activera leur microphone une fois qu'ils leur ont été nommés. Merci de vous assurer que votre micro est en fonction. Votre question principale pourra être suivie d'une sous-question. Après la conférence de presse, Monseigneur Lépine, l'honorable Capriolo et l'Ombudsman donneront les entrevues individuelles à ceux qui ont en fait la demande. La documentation complète sera disponible en ligne cet après-midi, après cette conférence sur notre site Internet www.diocesemontréal.org. Notez que des documents seront ajoutés au dossier Dropbox qui a été communiqué aux journalistes aussi après la conférence de presse. Le site Internet de l'Ombudsman sera aussi mis en ligne cet après-midi. Cette conférence de presse sera diffusée sur notre chaîne YouTube, Église catholique à Montréal, vers la fin de l'après-midi. Welcome to our press conference today, which we have called in order to report on the progress made regarding implementation of the Capriolo Report recommendations released last November. I am Erika Jacinto, and I will be facilitating the press conference this morning. I'm the Director of Communications of the Archdiocese of Montreal and Press Officer to Archbishop Lépine. Thank you for being with us. The agenda for today's virtual press conference will be as follows. Archbishop Lépine will begin with an introduction, after which he will turn the floor over to retired Quebec Superior Court Justice, the Honorable Pepita G. Capriolo. Justice Capriolo will present the details of the recommendations in her report that have now been implemented. Her presentation will be followed by remarks from the Ombudsman, after which the Archbishop will return to provide some final words. At that point, we will begin the question period. The question period will be held first in French and then in English. I will invite those who have requested to ask a question, and the technician will open your microphone once you have been acknowledged. We ask that you ensure that your microphone is functioning. After your main question, you may ask a further follow-up question. After the press conference, Archbishop Lépine, the Honorable Capriolo, and the Ombudsman will give individual interviews to those who have already made the request. The documentation attached to the announcements today will be available online this afternoon on our website, www.diocesemontreal.org. Note that some documents will be added to the Dropbox link that has been sent to journalists after the press conference. The Ombudsman website will be also available as of this afternoon. The press conference will also be uploaded to our YouTube channel, Catholic Church of Montreal, later this afternoon. Now, without further delay, I will ask Archbishop Christian Lépine to give us his introductory remarks. Bonjour. Merci de votre présence aujourd'hui. Afterwards, I will speak in English. En novembre 2019,
j'avais mandaté l'honorable Pepita G. Capriolo, juge retraité de la Cour supérieure du Québec, afin qu'elle mène une enquête externe indépendante aux fins de déterminer comment les inquiétudes et les plaintes reçues à propos de l'ancien prêtre Brian Boucher avaient été traitées. En lui confiant ce mandat, je souhaitais aller au fond des choses dans la recherche de la vérité afin de contribuer à éradiquer le fléau des abus et des agressions sexuelles dans notre diocèse et dans l'Église. L'honorable Capriolo a effectué un travail remarquable et nous a livré un rapport détaillé. Le constat a été dur. Des plaintes portant sur l'autoritarisme de Boucher, sa violence verbale et physique, et même des soupçons de comportements inappropriés sur des mineurs ou des jeunes adultes n'avaient pas été vérifiés. L'honorable Capriolo avait souligné plusieurs motifs ayant mené à des tragiques conséquences pour les victimes, dont l'absence d'imputabilité des membres du clergé qui avaient été témoins ou mis au courant de situations problématiques, la culture du secret et des lacunes importantes dans la tenue des dossiers. De plus, les personnes impliquées se souciaient davantage de protéger la réputation de l'agresseur plutôt que de faire la lumière sur ses agissements. L'honorable Capriolo avait accompagné son rapport d'une trentaine de recommandations. Nous avons rendu public ce rapport en novembre 2020 en nous engageant à appliquer la totalité de ces recommandations. Conformément aux recommandations du rapport Capriolo, nous devions opérer un virage visant à offrir tout l'accueil et le soutien nécessaires aux victimes et revoir nos pratiques en profondeur, entre autres pour détecter et vérifier rapidement les signes indicatifs de comportements inappropriés et agir en conséquence. Il nous est vite apparu que nous devions nous entourer de spécialistes si nous voulions réussir cette transformation. L'honorable Capriolo a accepté de coprésider le comité de mise en œuvre des recommandations avec moi. Nous avons recruté des professionnels de haut calibre, incluant un survivant, pour former un comité de mise en œuvre des recommandations dont les mots d'ordre sont vérité, transparence, responsabilisation et transformation. Je tiens à souligner le travail remarquable que ces femmes et ces hommes de grande expertise ont accompli en peu de temps, puisque je vous annonce aujourd'hui que plus de la moitié des recommandations du rapport Capriolo sont mises en œuvre dès maintenant. La plus notable est certainement la création d'un poste d'ombudsman indépendant, ainsi que la nomination de sa première titulaire, Maître Marie-Christine Kirouac. À ce titre, elle recevra et assurera le suivi de toutes les plaintes d'abus ou d'autres formes de comportements inappropriés. Toutes les formes d'abus sont incluses, qu'ils soient sexuels, physiques, psychologiques, spirituels ou financiers, commis par un prêtre, un diacre, un membre du personnel ou un bénévole dans le territoire de l'archidiocèse de Montréal. De plus, les plaintes seront reçues, quel que soit l'âge de la victime au moment de l'acte reproché. Au sein de l'Église catholique à Montréal, tous et chacun auront la responsabilité et l'obligation de dénoncer à l'Ombudsman toute situation qui constitue un abus ou qui pourrait en être un. Personne ne pourra fermer les yeux et se dégager de sa responsabilité pour quelque motif que ce soit. Cette vigilance et le respect de cet engagement sont indispensables et correspondent à la mise en œuvre de valeurs chrétiennes fondamentales. Tel le bon Samaritain, nous devons mettre en œuvre ces valeurs d'amour et de sollicitude, de compassion et de charité envers autrui, qui se manifestent de façon concrète dans l'obligation d'intervenir
afin de prévenir les souffrances physiques et morales. L'Église catholique à Montréal pose les gestes nécessaires pour libérer la parole, afin qu'aucun geste nuisible ne demeure dans l'ombre. La nouvelle ombudsman indépendante, Maître Marie-Christine Kirouac, est avocate depuis presque 30 ans. Elle possède une longue expérience en intervention de crise. Elle a été présidente du conseil d'administration de l'Entre-deux, une ressource en santé mentale pour les femmes en dépression. Elle a donné des formations aux professeurs sur les abus des enfants pour la commission scolaire des Patriotes et elle a enseigné à l'Université McGill. En février 2011, Maître Kirouac a obtenu le poste de directrice du programme d'aide aux membres du Barreau du Québec, pour lequel elle agissait déjà comme intervenante de première ligne. Elle est détentrice de 2 mérites de l'Association des avocats et avocates en droit familial du Québec, de la distinction d'avocate émérite du Barreau du Québec, du LPAC Award of Excellence de l'Association du Barreau canadien et en 2019, du mérite du Barreau du Québec. Madame l'Ombudsman, je suis convaincu que les victimes et leurs proches, ainsi que toute personne qui désire signaler un comportement inapproprié, trouveront une oreille attentive et l'accompagnement de qualité qui vous caractérise. Vos responsabilités sont lourdes et vous serez dans nos prières. L'honorable Capriolo vous donnera plus de détails sur les fonctions de l'Ombudsman et d'autres importantes initiatives. Honorable Pepita Capriolo, je vous cède la parole. Merci, Monseigneur. I will repeat my remarks in English in a few minutes. Je débuterai par de courts extraits de la vidéo de sensibilisation préparée dans le cadre de la formation des membres du personnel pastoral, des employés et des bénévoles de l'Archidiocèse catholique de Montréal. Vous verrez dans cette vidéo Alain Duhamel, survivant et réalisateur, accompagné des professeurs Delphine Collin-Vézina et Caroline Demazure. Vous savez une chose, c'est peut-être dur d'entendre ça comme ça pour vous. Mais moi, là, quand j'ai vécu ça, là, je pensais que c'était la fin du monde. C'est justement à travers ce lien de confiance que l'abuseur manipule et intimide la victime et l'amène à se sentir confus face à l'abus et donc moins susceptible d'en parler. Alain nous parlera d'ailleurs plus tard dans cette vidéo des nombreuses années de silence qui ont passé avant d'être enfin en mesure de parler des abus qu'il avait subis. Il existe également de fausses croyances concernant les abus sexuels dans l'Église. La plupart sont basées sur le déni. Est-ce que tu peux nous parler des effets que ça a pu avoir dans ta vie d'adulte et en particulier autour de la sexualité? Ben, tout d'abord, en commençant, j'avais une incapacité phénoménale d'avoir du bonheur. Parce que ça m'a pris du temps à comprendre, 45 ans à comprendre que même si tu me donnes du bonheur, je suis plein jusque-là de malheur suite à mes abus. Fait que ça rentre pas. Fait que tu veux, mais ça rentre pas. Alain, quelle est la place du pardon dans ton processus? Et est-ce que tu es toujours en colère? Le pardon, pour moi, il est simple. Je me suis pardonné quand j'ai réalisé, plus vieux, tout ce que j'avais fait. Tu sais, tu as compris que j'avais honte, que j'étais malheureux. Je pouvais pas réaliser. Je pensais que c'est moi qui avais fait ça. Je pouvais pas savoir que j'étais pas correct quand je l'ai fait. Mais plus vieux, j'ai réalisé que c'était pas correct. Alors, je me suis pardonné à moi-même pour tout ce qui s'était passé. Ça, c'est la première chose. Mais comment veux-tu que je pardonne à l'Église
quand l'Église, de l'autre côté, n'a jamais admis les torts qu'elle a eus envers moi. Alors, j'ai fait ce qu'on est supposé faire. Le dire. Il faut le dire. Et les réactions que j'ai toujours eues, c'est ou des réactions d'abus, ou des réactions de mes parents de « regarde, ce que tu racontes, là, tu fabules. » Parce que parce que je dis toujours à quelqu'un que je rencontre, dis-le tout de suite. Ne tarde pas. Je l'ai dit tout de suite. Regarde où ça m'a amené. 3 ans et demi de calvaire. Ça. C'est ça que ça a donné. Il faut le dire. Le témoignage d'Alain nous a appris qu'il ne suffit pas de le dire, ça prend quelqu'un qui écoute. Ce besoin animait tous les travaux de notre comité de mise en œuvre, appelé familièrement le MEO. J'aimerais vous en dire quelques mots. Dès l'acceptation par Monseigneur Lépine de toutes les recommandations de mon rapport et son invitation pour coprésider un comité d'implantation de ces dernières, nous nous sommes mis à l'œuvre pour trouver des experts dans les différents domaines que nous estimions nécessaires pour faire un travail sérieux et valide. Avec l'aide de Maître Daniel Granger, notre secrétaire, nous avons pu recruter les professeurs Delphine Collin-Vézina de l'Université McGill et Caroline Demazure de l'Université Saint-Paul, que vous avez vu dans le court extrait de vidéo. Se sont jointes à nous 2 avocates, Maître Maria Battaglia et Maître Tetiana Geric. La première pour son expérience au sein de l'ancien comité aviseur, la seconde pour son expertise en droit du travail. Monsieur Richard Blanc, maître d'enseignement à HEC Montréal, nous apporte son talent dans la réorganisation des structures internes à l'archevêché. L'archiviste Daniel Ducharme est en train de préparer une réforme de la tenue des dossiers à l'interne. 2 membres seniors de l'archevêché, Monseigneur Alain Faubert, vicaire général, et l'abbé Francesco Giordano, chancelier, nous permettent d'arrimer les recommandations des membres du comité de mise en œuvre au travail quotidien de l'archidiocèse de Montréal. Mais la pierre angulaire de notre comité, celui que j'appelle notre âme et conscience, est le survivant, Alain Duhamel. C'est à travers ses expériences et son regard attentif que nous avons vérifié chaque étape, chaque décision. Son apport est essentiel à la crédibilité de notre travail. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de répondre au cri de désespoir d'Alain en mettant sur pied un processus qui ne permettra plus qu'une personne maltraitée ou abusée puisse dire « Personne ne m'a écouté ». Je vous présenterai rapidement les grandes lignes de ce nouveau processus. Tous les détails se retrouvent dans les différents protocoles et politiques qui seront affichés sur le site web de l'Église catholique à Montréal à la fin de cette conférence. Vous remarquerez des couleurs. Ce qui est en bleu signifie qu'une notion existante a été élargie. Ce qui est en rouge indique qu'il s'agit de personnes laïques et indépendantes de l'Église catholique à Montréal. Personne plaignante. Toute personne, qu'elle ait été victime pendant sa minorité ou à tout moment de sa vie, pourra porter plainte. De plus, toute personne ayant constaté ou appris l'existence de comportements inappropriés aura l'obligation d'en aviser l'Ombudsman, nouveau poste d'accueil, d'écoute et de suivi. L'Ombudsman est une laïque, complètement indépendante de l'Église. Son rôle sera non seulement de recevoir plaintes et dénonciations, mais aussi de s'assurer qu'un suivi approprié et rapide ait lieu. Elle servira d'intermédiaire entre la personne plaignante et les autres intervenants du processus de traitement des plaintes. L'Ombudsman séparera les plaintes reçues selon qu'il s'agisse d'un abus ou d'autres formes de comportement inapproprié. La notion d'abus a été élargie de façon importante. Toutes les formes d'abus seront prises au sérieux et évaluées par un comité consultatif. Abus sexuels, mais aussi physiques, psychologiques, spirituels ou financiers. Les comportements inappropriés, tels une présence en état d'ébriété, une homélie raciste ou misogyne, des crises de colère, seront suivis par le directeur de l'Office du personnel pastoral pour les membres du clergé
et par le vicaire général pour les employés, le personnel non mandaté et les bénévoles. Le comité consultatif remplace l'ancien comité aviseur. Il est composé de 5 membres laïcs, dont 4 qui reflètent diverses expertises et d'un survivant. Leur rôle sera de faire les recommandations appropriées à l'archevêque et d'assurer le suivi avec l'ombudsman. Ce comité sera présidé par le délégué de l'archevêque, poste qui ne lui donne pas de vote, et sera accompagné d'un secrétaire permanent qui tiendra des procès-verbaux des réunions et des recommandations. Dans le cas où le comité consultatif recommandera une enquête, celle-ci sera effectuée par une firme externe spécialisée. Les recommandations pouvant aller du retrait du ministère d'un membre du clergé au renvoi d'un employé ou à la fermeture du dossier seront acheminées à l'archevêque qui verra leur application. La personne plaignante sera informée par l'ombudsman du déroulement de sa plainte tout au long du processus. La personne visée par la plainte sera accompagnée par un responsable à l'interne. En conclusion, je constate que la mise en œuvre des recommandations de mon rapport procède sérieusement et rapidement, et je compte sur notre comité de mise en œuvre pour continuer son travail avec le même sérieux et dévouement qu'il a manifesté à date, avec le soutien et l'encouragement de Monseigneur Lépine. I would like to invite the Archbishop to say his remarks in English. Good morning, and thank you for coming today. In November 2019, I mandated the retired Quebec Superior Court Justice to conduct an independent external investigation to determine how the diocese dealt with concerns and complaints received about former priest Ryan Boucher. I entrusted this mandate to the Honorable Pepita G. Capriolo because I wanted to get to the bottom of things, to uncover the truth, so that we could do our part in eradicating the scourge of abuse and sexual assault in our diocese and in the Church. The Honorable Capriolo did an outstanding job and delivered a comprehensive report. The findings were grim. Complaints about Mr. Boucher's authoritarian manner, his verbal and physical violence, and even suspicions of inappropriate behavior towards minors and young adults had not been fully investigated. The report pointed out numerous circumstances that had led to tragic consequences for the victims, including the lack of accountability on the part of clergy who had witnessed or been aware of questionable situations, a culture of secrecy, and significant breaches in the maintenance of records. Furthermore, those involved seem more concerned with preserving the abuser's reputation than with examining his actions. Some 30 recommendations emerged from the report, which was made public in November 2020. At that time, we committed ourselves to implementing them in their entirety. In the spirit of these recommendations, we needed to undertake a major shift in direction to ensure that all victims are welcomed with compassion and receive the necessary care, and to ensure that our practices are revamped so that, among other things, signs of inappropriate behavior are detected and verified quickly and decisive action taken. It soon became clear to us that we required the assistance of experts, and we were to undertake this transformation successfully. The Honorable Capriolo agreed to co-chair the implementation committee with me. Together, we enlisted high-caliber professionals, including a survivor, to form an implementation committee which is guided by these principles: truth, transparency, accountability, and transformation. I would like to acknowledge the excellent work performed in a short period of time by these highly qualified women and men
with the result that, as I speak to you today, more than half of the recommendations of the Capriolo report are already being implemented. Definitely the most noteworthy among the recommendations implemented is the establishment of an independent ombudsman and the appointment of the first person to that function, Maître Marie-Christine Kirouac. All complaints of abuse or other forms of inappropriate behavior will be addressed to Maître Kirouac in that capacity. All forms of abuse are included, be it sexual, physical, psychological, spiritual, or financial, committed by a priest, deacon, staff member, or volunteer working within the Archdiocese of Montreal. In addition, complaints will be accepted irrespective of the victim's age at the time of the reported act. Within the Catholic Church of Montreal, it is the responsibility and the duty of each and every one of us to report to the Ombudsman any situation that constitute or might constitute abuse. No one, no matter what the reason, will be able to turn a blind eye or shirk his or responsibility in these matters. It is essential that we honor this commitment and remain vigilant. It is simply a matter of practicing fundamental Christian values. Like the Good Samaritan, we must put into practice the values of love and concern, compassion and charity towards others, which expresses itself concretely when we dutifully intervene to prevent physical or emotional suffering. The Catholic Church of Montreal is taking steps to break the silence, to ensure that there is freedom to speak, so that no harmful act will remain undetected. The newly appointed independent ombudsman, Maître Marie-Christine Kirouac, has been practicing law for almost 30 years. She has acquired extensive experience in the area of crisis intervention. She has served as chair of the board of directors of L'Entre-deux, a mental health facility for women experiencing depression. And she has provided teacher training on child abuse for the Commission Scolaire des Patriotes. She has also taught at McGill University. In February 2011, Maître Kirouac assumed the position of director of the Barreau du Québec Member Assistance Program, for which she was already acting as a frontline intervener. She has twice received a Merit Award from the Association des avocats et avocates en droit familial du Québec. The Barreau du Québec conferred the title Advocatus Emeritus upon her. The Canadian Bar Association recognized her with LPAC Award of Excellence, and in 2019 she was awarded the Merit Award by the Barreau du Québec. Madame Ombudsman, I am convinced that victims and their loved ones, and indeed any person who wishes to report inappropriate behavior, will find in you the sympathetic ear and caring support for which you are known. Your responsibilities are heavy. We will keep you in our prayers. The Honorable Capriolo will provide more details on the Ombudsman functions and other important initiatives. Honorable Pepita Capriolo, I give you the floor. Thank you. I will start with a short excerpt from a video created as part of a planned training for pastoral staff employees and volunteers of the Montreal Catholic Archdiocese. You will see Alain Duhamel, survivor and producer, with Professors Delphine Collin-Vézina and Caroline Demazure. Vous savez une chose, c'est peut-être dur d'entendre ça comme ça pour vous. Mais moi, là, quand j'ai vécu ça, là, je pensais que c'était la fin du monde.
It is precisely through this bond of trust that the abuser manipulates the victim and makes him or her feel confused about the abuse and less likely to talk about it. Alain will tell us later in this video about the many years of silence that passed before he was finally able to talk about the abuse he had suffered. There are also false beliefs about sexual abuse in the church, and most are based on denial. Alain, we know that sexual abuse can have long-lasting impact. And so can you tell us a little bit more about the consequences that sexual abuse experiences had in your adult life, and especially around your sexual life? Tout d'abord, en commençant, j'avais une incapacité phénoménale d'avoir du bonheur. Parce que ça m'a pris du temps à comprendre, 45 ans à comprendre que même si tu me donnes du bonheur, je suis plein jusque-là de malheur suite à mes abus. Fait que ça rentre pas. Fait que tu veux, mais ça rentre pas. Where does forgiveness fit into your process? And are you still angry? Le pardon, pour moi, il est simple. Je me suis pardonné quand j'ai réalisé, plus vieux, tout ce que j'avais fait. Tu sais, tu as compris que j'avais honte, que j'étais malheureux. Je pouvais pas réaliser. Je pensais que c'est moi qui avais fait ça. Je pouvais pas savoir que j'étais pas correct quand je l'ai fait. Mais plus vieux, j'ai réalisé que c'était pas correct. Alors, je me suis pardonné à moi-même pour tout ce qui s'était passé. Ça, c'est la première chose. Mais comment veux-tu que je pardonne à l'Église? Quand l'Église, de l'autre côté, n'a jamais admis les torts qu'elle a eus envers moi. Alors, j'ai fait ce qu'on est supposé faire. Le dire. Il faut le dire. Et les réactions que j'ai toujours eues, c'est ou des réactions d'abus ou des réactions de mes parents de « regarde, ce que tu racontes, là, tu fabules. » Parce que parce que je dis toujours à quelqu'un que je rencontre, dis-les tout de suite. Ne tarde pas. Je l'ai dit tout de suite. Regarde où ça m'a amené. 3 ans et demi de calvaire. So. Tell your story. Alain's testimony tells us that telling one story isn't enough. Someone must listen. This need has guided the work of our implementation committee. I'd like to say a few words about this committee. As soon as Monseigneur Lépine accepted all of the recommendations of my report and invited me to co-chair the committee that would see to their implementation, we began looking for experts in different fields, which we felt would be essential to conducting serious and valid work. With the assistance of our secretary, Maître Daniel Granger, we succeeded in enlisting Professors Delphine Collin-Vézina from McGill University and Caroline de Mazur from St. Paul University, whom you saw in the short video excerpt. We were joined by 2 lawyers, Maître Maria Battaglia and Maître Titiana Gerich, the first for her experience on the former advisory committee, and the second for her expertise in labor law. Monsieur Richard Blanc, full-time lecturer at HEC, brings his expertise of organizational change to the reform of the internal structures of the Archdiocese. Archivist Daniel Ducharme is currently working on a new internal documentation management policy. 2 senior members of the Archdiocese, Monseigneur Alain Faubert, Vicar General, and Father Francesco Giordano, Chancellor, help us apply our committee's recommendations to the daily functioning of the Archdiocese of Montreal. But the cornerstone of our committee, someone I call our soul and conscience, is Alain Duhamel, a survivor. It has been his experience and under his watchful gaze that we have validated every step, every decision we took. His support is vital to the credibility of our work. Today, we feel we're able to respond to Alain's desperate pleas as we set up a process to ensure that never again will someone who is being abused or mistreated have cause to say, "No one listened to me." I will now sketch out the key elements of the new process.
You will find all the details in the protocols and policies which will be posted on the website of the Catholic Church of Montreal at the end of this conference. This slide shows specific colors. Blue represents an existing concept that has been broadened. Red shows a role for independent lay people. Excuse me. Complainant. Anyone, whether they were victimized while a minor or later, may file a complaint. Moreover, anyone who witnessed or learned of inappropriate behavior has a duty to inform the Ombudsman. The latter is a new position created to receive, hear, and follow up on complaints. The Ombudsman is a layperson, wholly independent of the Church. Her role is not limited to receiving complaints and reports of wrongdoings, but also to ensure that appropriate and rapid follow-up is done. She will also serve as an intermediary between the complainant and other stakeholders in the complaint process. The Ombudsman will divide complaints into between those that arise out of cases of abuse and those of other forms of inappropriate behavior. The concept of abuse has been broadened significantly. All forms of abuse will be treated seriously and assessed by a new advisory committee that includes sexual abuse, as well as physical, psychological, spiritual, or financial abuse. Inappropriate behavior, such as being intoxicated at work, delivering a misogynistic or racist homily, fits of rage, will be followed up by the Director of the Office of Pastoral Personnel in cases involving clergy, and by the Vicar General in cases of employees, laypersons, or volunteers. The new advisory committee will replace the former one. It will comprise 5 lay members, 1 survivor, and 4 with distinct areas of expertise. Their role is to make appropriate recommendations to the Archbishop and ensure follow-up with the Ombudsman. The Archbishop's delegate will chair the committee. This is a non-voting position. A permanent secretary will be in charge for keeping minutes of meetings and recording all of the recommendations. A competent and external outside firm will perform further investigations if this is recommended by the advisory committee. Recommendations covering a wide range of options, from the withdrawal of the faculties of a member of the pastoral staff or the dismissal of an employee to the closing of the file, are to be sent to the Archbishop, who will ensure their implementation. The Ombudsman will keep the complainant informed of developments in their file at every stage of the process. The subject of the complaint will be assisted by an internal liaison officer. Let me conclude by saying that the implementation of the recommendations of my report is proceeding swiftly and with rigor. I am relying on our committee to continue its work with the same seriousness and dedication that it has shown to date, with the support and the encouragement of Monseigneur Lépine. It is my great pleasure now to introduce our new Ombudsman, Maître Marie-Christine Kirouac. J'ai accepté ce poste parce qu'il est important que les victimes sentent que leur voix est écoutée et qu'elles sont appuyées dans leur démarche. Ce poste s'inscrit dans la foulée de mon expérience à la fois comme avocate et en intervention de crise. Je suis autonome et indépendante de l'Église. En conséquence, il me sera possible d'assumer pleinement ma tâche en toute impartialité. Je pourrai ainsi assurer que les personnes qui me contactent sentent qu'une oreille attentive est là pour prêter attention à ce qu'elles ont à révéler. Que ce soit une plainte d'abus au sens strict du terme ou de comportement inapproprié, toutes les personnes qui me contacteront seront reçues avec la même déférence et la même écoute. Je donnerai des informations sur le processus de plainte à toute victime ou à tout témoin qui entrera en contact avec moi. Puis, si la personne le désire, mon travail sera de recueillir sa plainte à l'endroit de l'Église catholique de Montréal et d'en assurer le suivi. Je tiens à rassurer toute personne qui désirerait me contacter pour obtenir des informations que je ne forcerai personne à porter plainte
Mais, si elles désirent le faire, je les accompagnerai tout au long du processus. Il est primordial que les personnes qui contacteront l'Ombudsman sentent qu'elles seront respectées à toutes les étapes de leur démarche. Quand une plainte sera logée, j'agirai comme intermédiaire entre les plaignants et les divers intervenants afin que la personne qui a porté plainte sache en tout temps à quelle étape l'étude de son dossier est rendue. Et, au risque de nous répéter, les plaintes seront recevables, quel que soit l'âge qu'avait le plaignant au moment de l'acte reproché et quelle que soit la personne visée, membre du clergé, employé d'église ou bénévole. De même, les plaintes seront reçues, quelle que soit l'époque où a eu lieu les faits reprochés. Il est clairement énoncé à la politique de soutien à la victime qu'en aucun cas, l'Ombudsman, les membres du comité consultatif ou tout autre intervenant au processus de plainte, un enquêteur externe par exemple, ne prendra sur lui ou sur elle de porter plainte à la police. Cependant, je serai disponible si une personne désire que je l'accompagne pour porter plainte à la police ou être à ses côtés durant un procès canonique ou criminel. Ensemble, il nous sera possible d'agir sur toutes les formes de comportements inappropriés, qu'il s'agisse de gestes à caractère sexuel, d'harcèlement, d'agression physique, de pression, psychologique, spirituelle ou financière. Mon rôle est et sera d'assurer qu'aucune forme d'abus ou de comportement inapproprié ne sera tolérée au sein de l'Église catholique de Montréal. Vous pouvez me contacter 7 jours sur 7 à 514-PLAINTE, soit 514-752-4683, ou par courriel à plainte@ombudsman-ecm.com. I accepted this position because it is paramount that victims feel that their voice is heard and that they are supported. This position builds on my experience both as a lawyer and in crisis intervention. I am autonomous and independent from the Church. As a result, it will be possible for me to carry out my task fully and impartially. I will ensure that any person who contacts me feels that a listening ear is there to pay attention to what they have to reveal, whether it is a complaint of abuse in the strict sense of the word or of inappropriate behavior. Everyone who reaches out to me will be received with the same respect and attentiveness. I will give information about the complaint process to any victim or witness who contacts me. Then, if they so wish, I will receive their complaint against the Catholic Church of Montreal and ensure its follow-up. I want to reassure anyone who wishes to contact me for information that I will not force any person to file a complaint, but if they wish to do so, I will accompany them throughout the process. It is paramount that anyone who contacts the Ombudsman feels that they will be respected at all stages of the process. Once a complaint has been lodged, I will act as an intermediary between the complainant and the various stakeholders so that the person who filed the complaint knows at all times what is happening to the treatment of their complaint. Complaints will be admissible regardless of the complainant's age at the time of the event and regardless of who the person concerned is, member of the clergy, church employee, or volunteer. The same goes for the period when such events took place. It is clearly stated in the victim support policy that under no circumstances will the Ombudsman, members of the advisory committee, or any other party involved in the complainant process, an external investigator, for example, will take upon him or herself to file a complaint with the police. However, if someone wishes to do so, I will accompany them to file a complaint with the police if they so wish me to come with them, and I will stand by their side during a canonical or criminal trial. Together, it will be possible to act on all forms of inappropriate behaviors, whether these constitute sexual or any other form of abuse,
be it physical, psychological, spiritual, or financial. My role is to ensure that no form of abuse or inappropriate behavior will be tolerated in the Catholic Church of Montreal. You may contact me 7 days a week at 514-PLAINT, which is 514-752-4683, or by email at plaint@ombudsman-ecm.com. Thank you so much. Merci, Maître Kirouac. On donne la parole à Monseigneur Lépine pour les derniers mots. Merci, honorable Capriolo, Maître Kirouac. L'archevêché de Montréal a collaboré activement à la mise en place de ces mesures. Nous désirons que tous ceux et toutes celles qui s'approchent de l'Église le fassent en confiance, en parfaite sécurité et dans toutes les circonstances. Le comité de mise en œuvre poursuivra ses travaux et estime que la totalité des recommandations du rapport Capriolo seront mises en œuvre à la fin de cette année. J'invite toute personne ayant été victime ou témoin d'actes inappropriés à communiquer sans tarder avec l'Ombudsman. En terminant, j'aimerais remercier les membres du comité de mise en œuvre et tout particulièrement sa coprésidente, l'honorable Pépita G. Capriolo, juge retraité de la Cour supérieure du Québec. L'honorable Capriolo s'est assuré que nous gardions toujours le cap sur la mise en œuvre de la totalité des recommandations de son rapport afin de concrétiser nos objectifs. J'aimerais également remercier les membres de l'équipe de l'Archevêché de Montréal qui ont collaboré activement à ces profondes et bénéfiques transformations. Merci de votre attention. Thank you, Honorable Capriolo, Maître Kirouac. The Archdiocese of Montreal has actively collaborated in the implementation of these measures. We want all those who approach the Church to be able to do so in confidence and in complete safety in all circumstances. The Implementation Committee will continue its work and estimates that all the recommendations in the Capriolo report will be implemented by the end of the year. I encourage any person who has either been subjected to or has witnessed an inappropriate act that in some way is related to the Church to contact the Ombudsman without delay. In closing, I would like to thank the members of the Implementation Committee, especially its co-chair, former Quebec Superior Court Justice, the Honorable Pépita G. Capriolo, who has made certain that in order to achieve our objectives, we kept our focus on implementing all of the recommendations contained in our report. I would also like to thank the Archdiocese of Montreal's team, members who have actively collaborated in this profound and much-needed transformation. Thank you. Merci, Monseigneur Lépine. Merci, Maître Kirouac. Merci, Honorable Capriolo. Nous allons débuter maintenant la période de questions en français. On vous demande, s'il vous plaît, d'adresser vos questions en mentionnant le nom de la personne à qui vous vous adressez. Dans ma liste, je commence avec Francis Denis de Télévision Ciel et Lumière. Oui, bonjour. Merci, Madame Jacinto et Monseigneur Christian Lépine pour cette belle présentation. J'aimerais m'adresser à Monseigneur Christian Lépine. On voit que depuis le dépôt du rapport Capriolo et la création de ce poste d'ombudsman et cette nomination, on voit que l'Église cesse d'être réactive devant les abus et devient proactive. Et de ce fait, elle devient d'une certaine façon peut-être une référence, peut-être pas maintenant, mais à venir pour l'ensemble des organisations face à ce problème des abus sexuels. Selon vous, est-ce que, peut-être sans les nommer,
Avez-vous reçu des appels de PDG ou d'autres organisations ou entreprises qui vous ont manifesté qu'elles comptaient s'inspirer de votre leadership en cette matière? À ce moment-ci, la dynamique à travers le Canada, c'est que tous les diocèses, en avril-mai, sont en train de publier un protocole renouvelé pour le mettre à jour avec la situation, avec tout ce qu'on apprend et avec les nouvelles demandes directives du Vatican. Ceci dit, on est toujours en mode d'apprendre les uns des autres. Même à Montréal, on a appris de ce qui se faisait ailleurs. Donc, on est disponible pour collaborer avec d'autres diocèses. À ce jour, à ce moment-ci, au moment où on se parle, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est vraiment nouveau sur la place publique. Donc, on n'a pas encore reçu de demande de clarification ou de comment on met ça en œuvre, mais on est disponible pour toute collaboration qui est importante pour la suivi de toute la question, être à l'écoute des victimes. C'est un enjeu majeur. Merci. Maintenant, j'appelle François Gloutenay des Présences Informations religieuses. Merci à vous trois. Maître Kerouac, je comprends qu'à partir d'aujourd'hui, les gens peuvent vous téléphoner au numéro que vous nous avez donné. Est-ce que vous recevez des plaintes aussi pour des événements qui se sont produits hier, l'année dernière, il y a 5 ans ou il y a 20 ans? Écoutez, il est certain qu'il n'y a aucune limite de temps en termes des plaintes qui seront recevables de la part de l'Ombudsman. Donc oui, l'appel pourra concerner des événements qui se sont passés il y a 30 ans. Il n'y a aucun problème. Merci. Merci, M. Gloutenay. Le prochain que j'ai ici est M. Danny Bouchard, du TVA. OK, je vais appeler le prochain. Monsieur Mathieu Perrault, de la presse. Mathieu, est-ce que vous êtes là? Mathieu, est-ce que vous êtes là? OK. Donc, je vais passer au prochain. Monsieur Pierre Saint-Arnaud, OK, de la presse canadienne. Je vais passer au prochain. Monsieur Pierre Saint-Arnaud, de la presse canadienne. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. OK. J'aimerais savoir quelle est la portée de juridiction, si l'on veut. Est-ce que ça touche les congrégations religieuses? Quel territoire est touché? Quand on parle de communauté religieuse, de qui parle-t-on? J'aimerais connaître l'étendue des gens des communautés et des gens de l'Église catholique là, qui sont visés qui sont sous la juridiction de cet ombudsman et du comité consultatif. Ce qui est visé, c'est le clergé diocésain, donc les prêtres ou les diacres qui font partie du diocèse de Montréal. Dans notre terme, on appelle ça incardinés dans le diocèse de Montréal. Il y a des prêtres de communautés religieuses qui sont actifs dans le diocèse ou sur le territoire du diocèse, mais les communautés religieuses et le diocèse sont autonomes les uns des autres. Donc, le cordon ombilical est toujours avec la communauté religieuse. Si jamais un prêtre d'une communauté religieuse, il y a une allégation qui est faite dans un territoire, dans une paroisse du diocèse, la personne communique à l'ombudsman, mais dans le parcours du traitement, à un moment donné, on va aller communiquer avec la communauté religieuse concernée. C'est déjà un peu ce que l'on fait et ça va être fait, on va continuer de le faire. Mais là, ils peuvent communiquer avec les congrégations également? C'est-à-dire que comme ça peut avoir lieu dans une paroisse du diocèse, il y a des paroisses du diocèse qui sont confiées aux soins de prêtres de communautés religieuses. Donc, les gens appellent l'ombudsman, mais dans le processus, on va communiquer avec la communauté religieuse qui, elle, va prendre le relais, puis il va y avoir une collaboration entre les deux, entre le diocèse et la communauté religieuse.
Je vais préciser le sens de ma question. Dans le cas des congrégations, par exemple, Congrégation Notre-Dame, l'Éclair de Saint-Viateur, nommez-les, est-ce que ces gens-là vont être soumis à tout le travail et à toute l'autorité du comité consultatif et de l'Ombudsman, ou si à ce moment-là, vous transférez le dossier si une plainte tombe chez l'Ombudsman, mais qui concerne une congrégation, vous transférez le dossier à la congrégation ou vous menez l'enquête vous-même avec le comité consultatif? Ça va être communiqué au comité consultatif qui va regarder les données parce que ça se peut qu'on ait des données à l'intérieur même du diocèse. Et là, la communication va être faite avec la communauté religieuse qui va prendre le relais, qui va s'assurer de l'enquête. Et là, mais en même temps, on est en collaboration, on offre nos services, notre disponibilité. Et ça se peut que les gens, par exemple, il arrive parfois où le supérieur d'une communauté religieuse n'est pas à Montréal. Il peut être aux États-Unis, il peut être au Vatican, il peut être dans un autre. Alors, il y a besoin de plus d'entraide. Quand les communautés religieuses sont sur place, l'idée, c'est qu'on assure une continuité, un processus continu, mais toujours en concertation avec le supérieur de la communauté qui demeure responsable, parce que c'est toujours le prêtre d'une communauté religieuse. Donc, ultimement, c'est le prêtre qui est responsable, c'est la communauté religieuse qui est responsable du prêtre, mais nous, on est là pour faciliter, aider dans la concertation pour que justice soit faite. Merci beaucoup. OK. Avant de continuer, j'ai reçu la question de Mathieu Perrault de la Presse par email. Sa question est pour Maître Kirouac. Êtes-vous impliqué dans une organisation catholique et êtes-vous pratiquante? Alors, la réponse va être assez courte. Non, je ne suis pas impliquée, je suis juive. Donc, je n'ai pas de lien avec l'Église catholique. Merci. Prochaine, ça serait Monsieur David Savoie, Radio-Canada. Est-ce que Monsieur Savoie est là? On passe aux prochaines. Madame Véronique Dubé, TVA. OK. Vous pouvez aussi m'envoyer le nom qui apparaît dans l'écran devrait être vraiment votre prénom et nom de famille pour que le technicien puisse ouvrir le micro selon le prénom et le nom de famille. Ça serait possible. Mais il semble qu'il y a Monsieur Alain Proncan qui était pour poser une question aussi. Je vous donne la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, très bien. Alors, ma question est pour Maître Kirouac. Vous avez parlé évidemment de votre indépendance vis-à-vis de l'Église. Vous êtes de confession juive. Ma question est la suivante. Votre mandat, si je le comprends bien, est limité par l'archevêque. L'archevêque veut dire, vous êtes nommé là, je vous enlève comme ça. Mais moi, au niveau de votre indépendance, j'aimerais avoir votre position sur la politique 4 au paragraphe A. Quand on dit l'Ombudsman ne peut tenir secrète une information qui lui est fournie dans le cadre de la réception d'une plainte et doit la dévoiler au comité exécutif. Donc, la victime qui se présente devant vous, elle doit savoir que tout ce qu'elle va vous dire va être rapporté au comité consultatif et qui est présidé par, évidemment, un représentant de l'archevêque qui peut faire et qui va faire rapport à l'archevêque. Alors, à ce moment-là, s'il y a une information personnelle de cette personne-là, est-ce qu'elle risque de se retrouver devant les assureurs de l'archevêque de Montréal si jamais il y a une poursuite ultérieure? Oh, OK. Alors, dans l'ordre et dans le désordre, on va essayer de démêler certains éléments. OK? Oui, effectivement, si vous regardez au niveau du protocole, les informations que je ne pourrai pas, à l'intérieur de mon rôle comme ombudsman, garder confidentielles sont celles qui vont avoir été données dans le cadre d'un processus de plainte formelle. Okay? À partir du moment où la personne voudra effectivement porter plainte et dire « voici les faits X, Y, Z », à ce moment-là, à partir du moment où ça va faire partie de la plainte, ça ne peut pas être confidentiel directement ou indirectement.
Ceci étant, si vous regardez aussi le même protocole, si les gens appellent pour prendre des informations et posent des questions générales sur le processus, il n'y a toujours pas de plainte formelle et effectivement, je ne serai pas tenu de dévoiler au comité aviseur les informations qui pourront m'avoir été données ou dévoilées dans le cadre de demande d'information. Ce sont deux choses complètement différentes. Merci, Maître Kirouac. On va passer aux questions en anglais. Si vous souhaitez toujours des journalistes francophones poser encore des questions, vous allez simplement le dire peut-être dans le chat. Je suis capable de regarder qui demande. In English, we will start with Shui Lee from CBC News Montreal, who sent us her question by text. Hello, it's Shui Lee, reporter for CBC Montreal News. My internet connection is, okay. Maître Kirouac, how much power do you have as an independent ombudsman? How would you deal with the lack of cooperation from some sectors of the clergy? And how would you reassure victims that their complaints will lead to action and sanctions? Actually, if one goes and sees all the different documents that will all be accessible as sometime this afternoon is my understanding, there is a protocol that needs to be followed. Once a complaint has been received by myself, the delays for it to be transferred to the Comité Consultatif and for them to basically sit down and analyze it and render their decision is as also it needs to be done within a very short delay of time, which might be an intermediary step. For example, depending on what it is, they might actually recommend to Monseigneur Lépine to suspend temporarily the person or the priest, as the case may be, and also recommend that an external investigator goes ahead. So in that sense, the steps needs to be followed very quickly, and it will be my job to get back to the complainant at all times. So in that sense, yes, it can no longer be the case that somebody phones to complaint, then it kind of gets filed under miscellaneous. Thank you, Maître Kirouac. The next one will be Siddhartha Banerjee from the Canadian Press. Hi, I had a question for Maître Kirouac. I just wondered, do you have, and this might be in the documents, I'm sorry, I didn't have a chance to look yet, but do you have a fixed mandate? Is there a certain amount of time that you'll be spending in this job? Is it a full-time job? And will you be producing an annual report or some sort of accounting each year that will be made public? Okay, so let's take the different questions in the order. Yes, I do have a mandate. No, there is no term to it. 3, there will be a report that's going to be published at least once a year, okay? If not every 6 months as we go, including detailed statistics as to the type of complaints that is being received and which regards to what type of events. So yes, and those will be public. Thank you. The next question will be to Matthew Grillo from CTV Montreal. Matthew, are you there? You just texted me. Otherwise, we'll go to the next one. I'll come back to you. It will be Phil Carpenter from Global News. No. Okay. CBC Montreal, Benjamin Schingler. OK, so in that case, je vais donner la parole encore à François Gloutonnet. Il aimerait encore poser deux questions. Oui, d'abord, Maître Kirouac, là, j'ai compris ce que vous avez répondu en anglais concernant le rapport annuel que vous allez rendre public. Alors, ma question était plus largement, combien de fois on va vous voir pendant l'année là, comme journaliste? Là, est-ce qu'on peut vous contacter ou bien on aura seulement là, ce rapport-là une fois par année? En fait, vous pourrez... Les rapports vont être rendus publics. Là. Il est possible qu'il y en ait un de 6 mois. N'oubliez pas, on est en période de rodage. Si on se projette présentement dans l'avenir, c'est les premiers 12 mois, effectivement, d'entrée en poste de l'Ombudsman.
Donc, selon le cas, il y aura peut-être des ajustements en termes de à quelle échéance est-ce que les rapports vont être déposés, mais les rapports vont être publics, ils vont être déposés, ils vont être en ligne, tout le monde pourra y avoir accès, effectivement. Matt Grillo, maybe you can unmute, if possible, your microphone, CTV Montreal. We're trying to unmute you from here, Matthew, but it's maybe you can ask your question on your text. Will that be possible? Sorry about that. So I have G's Faith, who has raised the hand. Can you open the microphone for G's Faith? I think I'm unmuted now. Oh, there you go, Matt. Yes, we have you. Excellent. Hi. Thanks for that. Question for Justice Capriolo. Do you think all these implementations will prevent something like we saw in the case of Brian Boucher from happening in the future? I certainly hope so. I wrote those recommendations based on my experience during my inquiry of the Brian Boucher case, and I chose the areas that I found were most lacking a serious concern. And I think these recommendations, they cannot stop every possible abuse. The first time that somebody abuses someone and nobody has had a clue is still going to happen, unfortunately, but there won't be a second time. And that is my hope. Just one more question. I know, I'm not sure who could answer this, but I believe it was mentioned when the report was issued that there would be an audit done on all the files to follow up on any complaints, perhaps that were not followed up upon properly. Has that been done, or has that process begun? I will leave that to Monsignor Lépine to answer. If you're referring to the audit by Justice André Denis, if you're referring to the audit and the recommendations, that will happen after the first year. But for what Justice Denis is doing, I think Monsignor Lépine can tell you more about that. Yes, there's an audit that is part of the recommendations, which is different, a yearly audit that checks that everything is going fine in the sense of process. Otherwise, there are still two things to come in the diocese. We had Honorable André Denis go through all the files of living personnel, whether retired or active, and to see if we have loose ends, to make sure that we didn't drop the ball somewhere. So it's going through all of the files. And the other aspect is like a statistical overview, audit from 1940 to today. So it is still, they're still working on it. His team is still working on it. So next fall, we should be ready to have the conclusions of those work, what the work is doing right now. So it's coming ahead. Thanks, Archbishop. I got an email from David Savoie, qui pose sa question par email. Pour Monseigneur Lépine, croyez-vous, Monseigneur, que ces mesures vont donner confiance aux personnes qui sont victimes d'abus pour porter plainte? La réponse, c'est oui, mais c'est un défi. C'est un défi parce qu'on apprend par la littérature ou par les expériences qu'on peut avoir, ce qui a souvent été exprimé par les victimes plusieurs années et même décennies après l'abus, c'est comment c'est difficile pour les victimes d'être entendues. Le premier réflexe des gens, c'est de ne pas croire, de penser que c'est l'imagination. Alors, on a appris, on sait maintenant que ça arrive, mais ça a pris du temps avant qu'on reconnaisse que ça arrive. Et donc, ça a pris du temps avant qu'on se dise il faut écouter les victimes. Et dans ce sens-là, l'Ombudsman, pour ma part, est la pièce maîtresse. Tout le reste, c'est libérer la parole.
libérer la parole. Il faut absolument que les victimes sachent qu'il y a un endroit, il y a quelqu'un qu'elles peuvent appeler, il y a quelqu'un qui va les écouter, il y a quelqu'un qui va croire en leur récit et qui va accueillir et qui va les accompagner. Ça, c'est indispensable. Si on libère la parole, je pense qu'on va aller de l'avant. Mais pour moi, vraiment, ce qu'on appelle disons, le tournant victime ou mettre la victime au centre, c'est d'abord entendre le cri des victimes, entendre le cri de la douleur des victimes. Et je pense qu'on en est là. Et une fois que l'Ombudsman est là, après, on gère la parole. Mais il faut vraiment que ça se rende à l'Ombudsman. C'est comme la pièce maîtresse de libérer la parole. Et ce qu'on a vu même du point de vue de gens qui sont témoins, qui ne sont pas nécessairement victimes, mais qui ont été témoins ou d'abus ou de comportements problématiques, c'est que ce qu'on a vu, c'est que c'était difficile parfois. Ils ne savaient pas où aller. Et là, ils peuvent aller à l'Ombudsman. Et donc, ça libère la parole et des victimes ou de gens qui peuvent être témoins de comportements inappropriés. Ils ne savent pas trop s'il y a lieu, si c'est grave, si ça peut porter à conséquence. Attendez pas d'être certain dans un sens ou dans l'autre. Appelez l'Ombudsman qui, en dialoguant avec vous, va clarifier la situation et il va pouvoir vous guider. Donc, l'Ombudsman, pour moi, c'est vraiment écouter le cri des victimes. Merci, Monseigneur. Il y a deux personnes qui ont levé la main. Joe Lofaro. I don't know if you're from a specific media. Joe Lofaro. Yes, hi, can you hear me? Yes, can you please, which media and who are you asking? Yes, Joe from CTV Montreal. I just had a question for Madame Kiriak about, I see in the process for complaints when the victim or survivor is a minor, the complaint would go to the Director of Youth Protection. I'm just wondering what would happen if I may, okay, not quite. The fact that the complaint would pertain to a minor means that I am under the obligation under the Youth Protection Act to immediately advise youth protection, as is any individual, okay? The Youth Protection Act is very clear. If anybody gets information with regard to sexual or physical abuse pertaining to a minor, they have to basically advise youth protection. But that does not mean that the complaint process within the church would stop there. The complaint process will just keep on going and unfolding the same way if it had been a major. The fact that I am under the obligation to basically contact youth protection will not stop the fact that the complaint process will just keep going and will be sent to the advisory committee for proper analysis. Okay, thank you. Maître Kirouac. Okay, I don't see any other. François Gloutenay. Okay, je vais poser la question de François Gloutenay. Pour Monseigneur Lépine, pouvez-vous expliquer où on est avec l'enquête des juges Denis dans les 5 diocèses? Le juge, l'honorable André Denis, donc le juge qui est en train de faire la recherche, c'est une recherche qui est toujours en cours, qui a deux volets. Le premier volet, c'est que dans le personnel actuel vivant, soit à la retraite, soit actif, est-ce qu'il y a des dossiers qui ont été, où il y a eu un manque de suivi? Donc, il passe à travers tous les dossiers du personnel. Et dans un deuxième temps, c'est la question d'un audit statistique de 1940 à nos jours. Qu'est-ce qu'il y a pu avoir comme histoire en termes d'abus, en termes d'expérience? Donc, il va faire un audit statistique. On s'attend à ce qu'à l'automne, les résultats on va pouvoir avoir les résultats. Donc, ce sont des communications à venir. Tant pour la question de l'état des statistiques où les gens sont toujours vivants, tant que pour l'état de l'audit statistique là, de 1940 à nos jours. Merci. There's a question from Gis Faith from the Gazette. Yes, hello. Can you hear me? Yes. My question is for Maitre Kirouac. It's my understanding now that as the Ombudsman, all the complaints must go through you. That being said, you're only one person. Is there a process in place in case there are too many complaints to handle?
Yes, actually there is, and it's already in place. Should at one point there be too many complaints for one person to handle, there's already a team that's ready to basically be my right and left arms to receive complaints. So we've already thought about that. Thank you. And I have a question from Monsieur Alain Prancan. Oui, c'est encore une fois pour Madame Kirouac. On met dans l'organisation que vous pouvez assister une victime dans un procès canonique. Un des avantages dans un procès canonique, comme vous êtes de confession juive, vous n'êtes pas menacé d'être excommunié, c'est déjà ça. Mais comment est-ce que vous voyez votre rôle devant un procès canonique avec la victime? Est-ce que c'est pour conseiller la victime? Est-ce que c'est pour guider la victime? Ou est-ce que c'est pour l'assister à l'extérieur sans parler? Est-ce que vous allez, parce que je sais que vous êtes avocate, donc vous allez avoir tendance à représenter quelqu'un, est-ce que vous allez la défendre? Comment est-ce que vous voyez votre rôle dans un procès canonique? Que ce soit dans le cadre d'un procès canonique ou dans le cadre d'un procès en droit criminel, mon rôle ne sera pas d'agir à titre de procureur de la victime, mais de l'appuyer, d'être l'épaule sur laquelle la victime pourra effectivement s'appuyer, se reposer, sentir qu'elle a une personne qui est là et qui n'est là que pour elle, pour l'accompagner à travers ce processus qui, que ce soit en matière canonique ou que ce soit en matière criminelle, émotivement, c'est extrêmement difficile. Le prix est cher à payer pour les victimes et c'est ça qui sera mon rôle. Merci. Thank you. I have one more question from Matt Gwiller from CTV Montreal. Yeah, I just had one last question. It seems as though now there's an organized process, sort of a lot of steps and details. What was the process beforehand? Was there even any sort of organization if somebody wanted to file a complaint against someone who was a part of the Catholic Church? Can somebody just sort of compare and contrast the differences? Well, maybe I can refer you to the report and to show you that it just didn't work. Whatever was happening was not sufficiently tight, and there were no controls. So, yeah, there was, in some areas there were protocols, and for the English-speaking priests there were protocols which didn't apply to the other priests, and it was very vague and, as I said, uncontrolled, which is the reason why I came up with the recommendations I came up with. So this is all new and structured, and it includes outsiders. So there are there's a safety net at just about at every step of the way of the process. Thank you, Honorable Capriolo. So I don't see any, je ne vois pas d'autres questions. Il y a des journalistes qui ont posé la question si la vidéo et tous les documents vont être disponibles. Absolument. Ils sont déjà disponibles. Sur notre site web, à l'accueil principal, il y a un bouton rouge en haut à droite qui s'appelle porter plainte. Donc, vous pouvez trouver toute la documentation, le communiqué ainsi que la vidéo qui était présentée plus tôt. So you can go and take a look at our website and it's there. Je tiens à remercier sincèrement votre participation, la participation de notre panéliste à cette conférence et je vous souhaite une agréable journée. I would like to express my sincere thanks to you for all who are participating, and thanks for the panelists. And thank you and have a nice day.